à partir des produits, des composants, dans ce cas-là, ça devient compliqué. Alors, pourquoi? Alors, on ne peut pas appliquer ces méthodes-là parce qu'il y a des dépendances des demandes, d'accord, telles que stock à étage. Donc, par exemple, si vous avez besoin de produire un produit, donc vous vendez le produit, en même temps, vous produisez les pièces de rechange. D'accord? Donc, il y a une demande qui concerne le produit et il y a une demande qui concerne les pièces de rechange. Dans ce cas-là, ça devient compliqué d'utiliser directement les politiques qu'on a parce qu'il n'y a pas de… parce qu'on a dit la condition pour appliquer les méthodes qu'on a déjà vues, c'est qu'il y a des statistiques. Il y a la loi normale, il y a la loi de Poisson, il y a la demande certaine, il y a la demande incertaine, on va rajouter la flexibilité, on va rajouter le fait que c'est aléatoire aussi, etc. Donc l'aléatoire, mais il y a une moyenne, il y a un écart type, n'est-ce pas? Donc là, c'est pas si vous avez à vendre le produit en même temps le produit, les pièces de rechange, ça devient compliqué pour appliquer les méthodes traditionnelles, au classique. Et il y a aussi le fait que il y a des tendances, il y a l'explosion de la nomenclature. Par exemple, pour fabriquer le produit B, supposons que si on produit le TS27 par exemple, supposons que T27 et on va supposer un taux de service de 95%, ça veut dire on tolère 0,05 de rupture, d'accord? Supposons, hein, on a trouvé à travers les calculs que la rupture elle a un pourcentage de 0,025, ce qu'on a déjà dit, ce qu'on a déjà vu, le IR, d'accord? Ça veut dire si vous trouvez que IR pour le TS27 elle est de 0,05, eh ben, si vous calculez, en partant de là, vous calculez les IR pour chaque produit, pour tous les composants qui font partie des produits finaux, ben vous allez avoir que, supposons que alpha est 5%, la disponibilité pour un produit qui fait appel 12 composants, ça va être alors, si le composant est à un taux de service de 5%, de non-disponibilité de 5%, ça veut dire que le produit final qui utilise les 12 composants, d'accord, c'est 0,54. Ça veut dire presque dans 50% du temps, vous allez vous trouver avec la rupture, n'est-ce pas? Donc, pour un composant qui utilise pour un produit final, pardon, qui utilise 12 composants, vous allez avoir, supposons que vous avez un taux de disponibilité de 5%, c'est ce qui correspond à la rupture, d'accord? Donc, un taux alpha de 5%, vous allez vous trouver avec le produit fini qui a un taux de disponibilité de 0,54. Donc, chose qui n'est pas impossible. D'accord? Alors, on a aussi le fait qu'il y a une fluctuation de la demande liée à l'explosion de la nomenclature. Par exemple, ici, si vous avez TS27, donc l'exemple de tout à l'heure aussi, T29, T28 et T29, alors chacun va utiliser des composants. Et donc, par exemple, T27, il va utiliser le E1001 et E2010, d'accord? Et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que, supposons que vous avez une demande qui est parfaite, qui est celle de T27, T28, T29. Donc là, vous voyez la quantité de 5, 5, 5, 5, 5 tout le temps, dans chaque période. Supposons que ça, c'est des semaines. Donc là, pour chaque semaine, vous avez besoin de 5 articles de T25, la semaine 36, etc., etc. La même chose pour T29 et la même chose, vous avez 10, 10, 10, 10 pour chaque période pour le T28. Ça veut dire que vous avez une demande qui est parfaite, rien à dire, parfaite pour les 3 T. Donc, le problème qui va se poser, si on regarde en fonction de la nomenclature, quels seront les besoins de E1001 et 2010, il y a le E1001 qui rentre dans T27 et dans T28, mais ne fait pas partie des composants de T29. Donc ce que ça veut dire que
Donc là, vous voyez très bien que si vous faites l'addition, vous allez voir ici de 50, là de 30, là de 20, 30, 20, 50, 30, etc. Donc là, vous voyez qu'il y a là 140, 50, 50, etc. Chaque période. Donc ça veut dire que là, vous avez une demande qui n'est pas stable. D'accord? Donc on ne peut pas appliquer des statistiques telles qu'on l'a fait dans les exemples précédents ou dans les politiques précédentes. C'est bon? Alors, donc le plan directeur. Donc, bien sûr, donc on a besoin d'un plan directeur. On a dit que c'est en concertation avec la direction commerciale et la direction de production qu'on va établir le programme de mise à disposition de produits finis et des pièces détachées, donc les composants, en tenant compte des souhaits. Donc, non, je vais dire pièces détachées. Ça veut dire que vous vendez, par exemple, les ordinateurs, mais vous vendez aussi en pièces détachées les disques durs. D'accord? Donc, c'est ça le programme PDP. C'est le plan directeur qui est la mise à disponibilité des pièces de rechange de l'ordinateur et des composants en pièces détachées, en tenant compte des souhaits du service commercial tout en restant techniquement réalisable, bien sûr. Donc, ce plan directeur s'aligne dans un plan à long terme, donc décision stratégique. Donc, le plan à long terme de l'entreprise, vous avez le plan directeur de production. On établit la planification des besoins en composants. On fait l'ajustement du planning entre charge et capacité. Donc, on regarde si c'est réalisable et on établit le programme de la production et des approvisionnements. D'accord? Parce que pour produire, il faut aussi de la matière première, il faut des composants. Donc, c'est aussi, on va les produits finaux et les produits intermédiaires et les produits matières premières aux composants. D'accord? Est-ce que c'est bon? Bien. Donc, je continue. Alors, donc, le plan directeur, il va inclure souvent le stock de sécurité parce qu'au cas où il y a des problèmes de non-qualité, là, on peut supposer qu'il y a un stock de sécurité, bien sûr. Donc, au cas où il y a des problèmes de non-qualité, des retards, etc. Donc, les problèmes de non-qualité, ça veut dire que ça peut être les écarts de qualité ou bien les écarts sur les délais. D'accord? Alors, on distingue entre produits, les commandes fermes et les commandes prévisionnelles. Mais c'est dans le programme, bien sûr. Plus on s'approche de l'horizon, plus vous aurez des produits fermes. Enfin, des commandes fermes, pardon. Donc, alors, la périodicité pour établir le plan directeur, en général, 1 à 2 semaines. Des fois, quotidiennement, on revoit le planning. Alors, l'horizon de planification, il y a un horizon de planification. Mais il y a un horizon qui est gelé. Donc, l'horizon de planification, ça peut être sur 6 semaines, sur 1 an, mais bien autre. Mais en tout cas, il y a un horizon de planification et il y a un horizon, ce qu'on appelle l'horizon gelé. Ça veut dire pendant cette période, on ne peut pas changer le programme. Il est déjà lancé, ce qui est déjà programmé, mais il est en cours d'être fabriqué. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'horizon de planification. Et donc ça englobe les cumuls de délais d'obtention, d'accord, des composants primaires et leurs constituants. D'accord, les délais d'obtention des composants primaires et leurs constituants. Alors donc, on a besoin bien sûr d'une nomenclature aussi complète des composants utilisés. D'accord? On a besoin d'un système d'information fiable sur l'état du stock. Donc, alors faites attention lorsque vous êtes en entreprise. L'état du stock, ça peut être physique. Je fais l'inventaire, je regarde quel est l'état actuel du stock. D'accord? On a le support informatique, mais aussi il faut l'accompagner par l'état de stock physique. Parce qu'on peut être on peut à travers les calculs avoir autre chose, mais il faut vérifier ce qu'il y a dans le stock
réel, hein, ce qui existe. Et après, donc, vous avez besoin d'un délai d'obtention, DL, mais c'est un délai d'obtention. Parce qu'on fabrique en général, les DL, c'est le délai d'obtention. Ça englobe les temps opératoires, d'accord? On rajoute les temps de lancement et le temps interopératoire. Donc, et des fois, on rajoute, soit on va rajouter, enfin, on prendre en considération un stock de sécurité, ou bien on va rajouter le délai de sécurité. D'accord? Alors, l'EDL, parfois traité comme une contrainte à respecter. Alors, pour établir aussi le programme, on a besoin de toutes les gammes des données, alors, des données sur les capacités et les centres de production. Donc, la capacité, on a besoin en général, pour chaque période, quelle est la capacité en termes d'heures. D'accord? Les gammes de fabrication et l'assemblage utilisées en planification. Alors, donc, par exemple, avant d'établir le planning, on peut voir cette nécessité de transférer la charge. D'accord? Par exemple, enfin, la logique utilisée, c'est toujours la minimisation des coûts de possession, des encours. Par exemple, alors je vais vous montrer le. Est-ce que vous suivez? Je ne vois pas les questions. Nada? Oui, madame. Est-ce que tout le monde suit? J'ai l'impression que vous n'êtes pas là. Moi, je suis là. On est là, oui. Vous êtes bien là? On est là, Oui, madame. oui, madame. Ben, ça fait plaisir. Alors donc, je vous ai dit, à un moment donné, vous allez être, sans rentrer dans les détails d'établir, qu'est-ce qu'on va faire avec, comment on va établir le plan direct, le plan de production, d'accord? Je vais vous montrer comment faire le transfert des charges. Par exemple, ici, vous avez un atelier qui produit A et B. Donc, pour chaque produit A, donc le produit A va utiliser 50 € de composants. Donc, le coût, d'accord, des composants, d'accord, pour A, ça va être 50. D'accord? Oui, madame. Vous avez le temps unitaire de production, on va dire le temps unitaire, ça veut dire une unité de A, hein, le temps d'une unité de A, c'est 1 heure. D'accord? Le coût, la même chose. Alors, donc, la même chose pour B. Donc, A, c'est 50. B, bon, ça va être 10 pour B. D'accord? Et pour produire un B, il faut 2 heures. D'accord? Alors, le coût standard horaire, le coût standard horaire, c'est 80 €. D'accord? Alors, donc, ça veut dire pour produire une unité de A, donc le coût unitaire de A, ça va être égal 50, c'est le coût de la matière première, plus
le coût horaire standard multiplié par le nombre d'heures nécessaires pour produire un A. N'est-ce pas? Et le coût unitaire de B donc ça va être la même chose. Le coût égale par exemple, le coût de composant plus le coût unitaire multiplié par 2 heures, parce qu'il faut 2 heures pour produire un A. Excuse-moi, oui, c'est ça. Et donc, ça veut dire que création donc de 1 heure d'encours de A va correspondre à combien? Voilà, ça va être égal le coût unitaire de A divisé par 1. Parce qu'il faut... D'accord. Par contre, la création d'un cours de 1 heure de B, ça va être, pour produire un B, c'est 170. Je divise par 2 heures. Donc, la création, parce que je calcule la création de 1 heure d'un cours de B. Donc, ça veut dire, si je veux avancer j'ai le choix pour avancer A ou B, il faut mieux avancer 1 heure de B. Parce que 1 heure de B vous coûte moins cher que 1 heure de A. Rappelez-vous, le coût de possession est lié au coût des encours. D'accord? Donc, si j'ai des heures de travail à avancer, il faut mieux avancer 1 heure de B. Est-ce qu'on est d'accord? C'est clair? Oui, madame. Ok, Oui, madame. très bien. Donc c'est ce que vous avez dans ce diapo. Ok? Donc, c'est la logique, c'est la minimisation du coût de possession si vous voulez avancer, bien sûr, la production. Donc, ça concerne lorsqu'on va passer à équilibrer la charge de capacité. Alors, donc, la logique qu'on va utiliser, c'est la détermination des besoins nets. Donc, le PDP, il vous donne les besoins bruts, d'accord? La position de stock, les livraisons attendues. Donc, ça, c'est les informations que vous aurez besoin. On a besoin de la position de stock à l'instant T-1 ou à la période T, T-1. On a besoin de savoir quelles sont les livraisons attendues, d'accord? Et on a besoin de calculer le besoin net. Donc, en fait, la logique, c'est si le stock, position de stock à l'instant T-1, voilà, pour la période T-1, plus les livraisons attendues pour la période T est supérieure aux besoins bruts. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin de besoin net. Ça va être égal à 0, n'est-ce pas? Ça veut dire le stock plus les livraisons, il est supérieur aux besoins bruts. Donc, le besoin net, ça va être égal à 0. Et par contre, la position de stock, ça va être la différence. Ça veut dire stock, T-1, plus livraison attendue pour la période T, moins le besoin brut. Parce que je vais satisfaire le besoin brut et sont déduits du stock et des livraisons. Par contre, si le besoin brut à la période T est supérieur à la position de stock T-1, plus les livraisons attendues, dans ce cas-là, je ne vais pas avoir du stock, mais par contre, le besoin net, ça va être la différence entre besoin brut et stock plus livraison. D'accord? Donc ça, c'est la logique. Vous avez ça dans l'exercice suivant. Alors, donc, je ne vais pas commenter le truc, mais je vais faire plutôt une feuille Excel où je vais vous refaire le calcul, ce qui est dans comment on va calculer
Comment on va calculer le planning? Alors, donc la première des choses, donc c'est que j'ai des. Alors, ici, je vais noter la période T, d'accord? Période T. Ici, donc ça va être le besoin brut pour la période T, donc de ce composant. Donc on s'intéresse à la E 2010, on s'en fiche. Donc le besoin brut pour la période T. Donc là, c'est la position de stock pour la période T, d'accord? Donc là, ça va être le besoin net pour la période T. Donc ça, c'est les livraisons. Excusez-moi, je n'ai pas mis les livraisons attendues. Pardon. Livraison à besoin brut. Vous avez livraison. Vous avez besoin des livraisons attendues. Livraison attendue. D'accord? Au début de la période T. Donc ça, c'est la position de stock. Ici, on va mettre le besoin net. Ici, ça va être les livraisons programmées. Donc, livraison programmée pour la période T. Donc, ici, on va mettre le lancement en prenant en considération qu'il y a un délai d'obtention de 2 semaines. Et ici, ça va être la position de stock, mais en intégrant, pour T, mais en intégrant, donc intégrant les livraisons programmées. D'accord? Programmé, on va dire programmé et attendu. Voilà, je ne vais pas, pour manque de place, bon, vous avez les détails ici. D'accord? Donc ici, donc on va mettre les périodes de 16 jusqu'à 22. Je continue jusqu'au 22. OK. Alors, les informations, le système d'information, qu'est-ce qu'on a? On a le besoin brut. Ça, c'est le PDP. Donc, le PDP, alors, excusez-moi, je vais commencer par 15. Pas un problème. Je vais insérer la période 15. Alors, ici, donc le PDP, donc on ne parle pas de la semaine 15, c'est une semaine gelée. Et donc là, vous avez besoin de le PDP. Il nous dit le besoin brut, ça va être 30, 10, 20, 26, 14, 20, pardon, 20 et 15. N'est-ce pas? Oui, madame. Alors, les livraisons attendues, c'est aussi dans nos systèmes d'information pour la semaine du 15. Vous allez avoir 22 et 13. Alors, généralement, lorsque le délai d'obtention, c'est 2 semaines, généralement, vous avez les livraisons attendues pour 2 semaines, les premières 2 semaines. D'accord? Donc, les premières 2 semaines, vous avez les livraisons attendues. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a la position de stock pour la période T. Donc, ici, c'est 12. Donc, ça, c'est ce que vous avez dans le système d'information. Vous avez ce truc-là. Donc, les besoins bruts. Et vous avez les livraisons attendues et la position de stock. Donc, généralement, livraison attendue avec le montant, attendu.
Alors, donc, la première des choses qu'on va calculer, qu'est-ce que je fais là? Alors, donc, la première des choses à calculer, c'est. Attendez. Donc, ça, c'était la position de stock. Position de stock. Okay. Alors, donc, la première des choses à faire, c'est de calculer la position de stock ou bien le besoin net. Kif, kif. Donc, ici, on va mettre un si. Si la position de stock à T-1 plus livraison attendue est supérieure au besoin brut, donc là, le stock, ça va être la différence. 12 plus 22, d'accord, moins 30. Sinon, je vais mettre un 0. D'accord. Et donc là, je fais l'extension. C'est clair? Donc, par contre, ici, le besoin net, je vais mettre un autre si. Et cette fois-ci, je regarde. Si le besoin brut est supérieur au stock plus livraison attendue, n'est-ce pas? Donc, je vais avoir la différence. 0. Non? Ah ouais, plutôt le contraire. Voilà. Donc, ça, moins stock plus livraison. Moins livraison. Voilà, moins livraison. Si on veut mettre sur les parenthèses, très bien, je nomme. Sinon, c'est un 0. Voilà. Et donc là, effectivement, généralement, vous ne pouvez pas avoir du stock et soit l'un, soit l'autre. D'accord? Donc ici, on a du stock, mais on n'a pas de besoin net. La même chose ici. Et par contre, ici, on n'a pas de stock, mais on va avoir un net qui est égal à 13 parce qu'on a déjà 7. Donc, on a un besoin net brut 20. On a du stock à T-1 qui est 7, qui en fait correspond au stock une fois les 10 sont satisfaits. Donc, ça veut dire qu'on va avoir on a un besoin net de 13, etc. Voilà. Donc là, on va faire les livraisons programmées. Alors, donc les livraisons programmées, on va mettre normalement ici, on doit programmer une livraison de 13. D'accord? On doit avoir les 13 qui doivent être programmés ici. Mais comme des fois, on regroupe les lots, donc je peux regrouper. Donc, ça, on se base sur quelque chose d'autre, mais par exemple, dans l'exemple que j'ai dans le cours, on va rassembler les 3. D'accord? On ne va pas à chaque fois, mais ça, c'est déterminé. Ce n'est pas quelque chose que vous faites aléatoirement comme ça, mais plutôt, c'est un truc qui tient en compte. Par exemple, à chaque fois que vous changez de lot, vous n'allez pas à chaque fois changer. Par exemple, si vous avez un certain nombre de machines qui produisent le E et produisent d'autres composants, vous n'allez pas à chaque fois passer d'un composant à l'autre. Parce que lorsque vous changez de référence, vous allez faire peut-être un réglage, etc., etc. Donc, à chaque fois que vous changez, vous allez faire quelque chose. Donc, c'est ce qui correspond à un coût de commande. Donc, ce n'est pas une commande, c'est pas une commande de l'extérieur nécessairement, mais c'est un coût. C'est la même chose. Si on achète, on ne va pas acheter que le besoin d'une semaine. On va regrouper les besoins. La même chose si on veut, si c'est fabriqué. Si c'est fabriqué, on a besoin de faire un réglage des machines. Donc, ça demande du temps. Donc, le réglage, ça peut être 1 heure, 2 heures, je ne sais pas moi. Ça dépend des données. Et en tout cas, c'est ce qu'on le calcule en général en se basant sur la quantité économique. N'est-ce pas? Donc, on intègre aussi le calcul de la quantité économique ici pour déterminer combien on doit lancer, quelle est la quantité économique, tout simplement. Donc, on tient compte qu'il y a un coût de commande, qui est le temps de réglage, etc. Un coût de réglage, par exemple. Et le coût de possession, c'est le coût de possession. D'accord? Donc, la même chose ici, on va regrouper. Donc là, on l'a fait aléatoirement, mais ça se détermine à travers
en général, la quantité économique vient, voilà, pas autre chose, s'il y a d'autres règles. Alors, le lancement, puisqu'il faut 2 semaines pour avoir les 53, n'est-ce pas? Donc, ici, on va programmer les 53 ici. Pour les livrer ici, livraison programmée ici, on doit les lancer ici parce qu'il faut 2 semaines pour les avoir. Donc, la même chose ici, on va les lancer dans la période de 19. OK? Et puis après, donc, donc la position des stocks intégrant les livraisons programmées et attendues. Donc ici, la position de stock, ici, ça va être, pardon, ici, je mettrai égal 12. Donc la même chose, pardon, ici. Ici, je vais prendre les mêmes valeurs 4, 7. D'accord? Mais ici, je vais prendre la position de stock qui est là. Je rajoute les livraisons programmées plus livraison attendue. D'accord? Moins le besoin brut. D'accord? Donc, et je fais le calcul. Oui. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, ça, c'est la position de stock en intégrant une livraison programmée. D'accord? Est-ce que c'est OK? Y a-t-il des questions? Est-ce que tout le monde a compris? Je vous écoute. Il n'y a pas de questions? Supplémentaire. Oui? Dans le tableau, Oui. pour les livraisons programmées, Oui. ouais, pourquoi on s'est juste arrêté au calcul de genre des 3 premières colonnes à chaque fois? Alors, donc, si on dit, on programme, dans le programme pour chaque période, ça va être tout simplement égal à la période concernée. D'accord? Donc, ça peut être tout simplement comme ça. Donc, d'accord? Et le lancement, ça va être comme ça. Voilà. Je ferai la même chose. Ici, j'ai 0. Oui, parce qu'à chaque fois, je vais avoir un 0. Ça, c'est normal. Alors, en fait, si vous faites période par période, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas produire 10 articles et après, vous changez pour passer à autre chose. Parce qu'à chaque fois que vous changez de référence, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire un réglage. Donc, c'est du temps. Donc, ça a un coût. Ça veut dire que vous arrêtez les machines pour changer de référence. Donc, il est de coutume de produire, d'assembler voilà, de rassembler les machins, plusieurs périodes en même temps. Donc, on va pas lancer que pour la période, voilà, c'est le lancement pour la période. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui. Donc là, c'est 13. C'est bien ça. Alors, donc, on ne va pas faire ça que pour chaque période, on va programmer. Non, on va regrouper les lots. Parce que ça a un coût. Le fait de produire
une petite quantité et après, plus tard, vous faites une autre quantité. Ça veut dire pour chaque semaine, je vais produire machin, je vais produire autre chose. Donc, je change de lot, je change de référence. Et à chaque fois que vous changez de référence, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez avoir un coût. C'est ce qui correspond en général à ce qu'on appelle le coût de commande, mais c'est le coût de changement de série. D'accord? Donc, c'est ce qui correspond dans la quantité économique de l'assimiler à un coût de commande. Et dans ce cas-là, bah, pour minimiser les coûts, bah, je vais regrouper les lots. D'accord? Donc, ça veut dire, au lieu de dire, voilà, je vais programmer ici, machin, ici, je mettrai la somme des 3. Mais ça se calcule, ce n'est pas aléatoirement. Ça veut dire, je vais me baser sur donc, une donnée qui est, par exemple, la quantité économique. Supposons que vous trouvez la quantité économique de 55, ben vous allez prendre voilà, la somme des 3, 53. D'accord? Donc, la même chose ici. Donc, je rajoute les... Si vous trouvez que la quantité économique est de 50, par exemple, ben vous allez mettre ici à peu près, il y a 50. D'accord? Donc, mais ça se calcule. En fonction du coût de possession, du coût de commande, vous allez déterminer quelle est la quantité que vous allez avancer. D'accord? D'accord, madame. C'était ça ma question. Et aussi, par rapport à la position du stock, je n'ai pas très bien compris comment le calcul s'est fait. Mais quelle position de stock? Celui-là ou celui-là? Intégrant les livraisons. Intégrons les Les livraisons. livraisons. Oui. D'accord? Alors, donc, ici, la première période, le stock, ça va être parce que c'est les livraisons programmées et attendues. D'accord? Position de stock. Donc, et là, je mettrai la position de stock ici, tout court. La première période, la deuxième période, la deuxième et la troisième. Donc, je mettrai les valeurs que j'ai ici. Donc, ça, c'est la position de stock. Maintenant, à partir de là, je vais mettre, c'est quoi la position de stock intégrant les programmes, les programmés et les attendus. Je vais d'abord intégrer la position de stock à l'instant T-1. D'accord? Je rajoute les livraisons attendues. D'accord? Il n'y a rien, mais je mettrai les livraisons attendues. Moins la position de stock, les livraisons programmées. D'accord? Oui, madame. Non. Plus les livraisons Donc, programmées. plus, c'est pas moi. Oui. Donc, attendez. Plus les livraisons attendues, moins, je vais retrancher ce que je dois satisfaire. C'est les 20. Ils vont partir. Donc, position de stock. Je rajoute livraison attendue, plus programmée, moins besoin brut. Parce que je dois satisfaire les besoins bruts. Donc, ça, c'est la position de stock à la fin de la semaine. Et donc, ça veut dire ça va me donner 40. Ça veut dire je reçois 53. J'ai 7 au départ. D'accord? Et je vais livrer 20. Donc, il va me rester 40. Et ainsi de suite. Là, j'ai 35. Donc là, ici, pardon, là, j'ai la même chose. J'ai 40 ici. Je rajoute ce qui va être livré. Ben, il n'y a rien. Livraison programmée. Il n'y a rien. Donc, et je retranche 26. Ça va être 14. Et ainsi de suite. Donc là, donc bien sûr, ici, il n'y a pas de stock de sécurité. D'accord? Donc, on n'a pas pris en considération le stock de sécurité. N'est-ce pas? Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, donc on va travailler sur un exemple. De quoi on aura besoin? Il y a voilà, la nomenclature. On va travailler sur cet exemple. Il y a pour produire A, B, C, on a besoin de F, G, H. Donc, il faut un F pour produire A et un G pour produire A. Il faut un F pour produire B et un G pour produire B et un H pour produire B.
Donc, il y a 3 composants et donc chaque composant, une unité de chaque. C, il y a un G, il y a un H. Pour F, il faut donc, ça c'est un niveau. Donc là, c'est ce qu'on appelle un niveau d'assemblage final. Donc niveau 0. Niveau intermédiaire, c'est l'assemblage d'ateliers intermédiaires. FGH. VWY, c'est l'atelier d'usinage. Et on suppose que X, elle est achetée. D'accord? Alors donc, la même chose ici pour produire un F. Il y a un produit qui va rentrer dans A et qui a besoin de VWX. Donc, un V, un W, 2X. Pour G, un W, 2X. Et ainsi de suite. Donc, en sachant que X, il est acheté, il n'est pas usine. D'accord? Donc, vous allez déterminer le PDP. Alors, vous avez les données dans un fichier Excel. Je ne sais pas si vous l'avez eu à travers l'année dernière. Ce que j'ai déjà distribué l'année dernière. Regardez. Donc, et là, on vous donne la capacité. D'accord? Assemblage final, on suppose que c'est infini. Donc, vous auriez février, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, assemblage final infini. D'accord? Intermédiaire, vous avez 1150 heures. Donc là, on rajoute 1250, 1250, etc. Et là, on va l'usinage, 1630, 1600, 1700, etc. D'accord? Donc, on vous donne la capacité de production en termes d'heures. Là, c'est 1150 heures. Alors, pour l'ajustement de charge capacité, on verra plus tard, mais on fait le calcul comme tout à l'heure. D'accord? On vous donne le coût unitaire de V avec, d'abord, il y a donc la matière première, le temps opératoire multiplié par le coût de l'atelier. D'accord? Donc ça, c'est des données que vous avez dans le fichier Excel. Donc, essayez d'appliquer la règle, les règles qu'on vient de voir, pour définir, calculer le besoin brut et le niveau de stock. N'est-ce pas? Donc, vous avez les documents. C'est un document. Excusez-moi. Bon, c'est bon. C'est la fin de la présentation, mais vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà le document. Normalement, vous devez l'avoir. Est-ce que vous avez ce document? Non, madame. Cherchez quand même. Sinon, je n'ai pas votre email, Nada. OK? Donc, Nada. Juste arrêter la présentation. Madame, vous m'entendez? Madame, j'ai un problème de connexion dans la site et c'est pour cela que j'arrive pas à bien entendre votre voix. Mhm. Vous m'avez m'appelé, je pense, n'est-ce pas? Oui. D'accord, pourquoi? Alors, pourquoi? Pour voir si vous avez le document Excel que je viens de mentionner. Est-ce que vous avez ça? Celui-là vous me l'avez envoyé par WhatsApp?
Non, je ne l'ai pas envoyé. Non, je ne l'ai pas, madame. L'année dernière, parce que généralement, je vous ai trouvé avec des documents de l'année dernière. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Oui, normalement, on peut le trouver, je pense, au niveau de la documentation. Mais moi, je n'ai pas trouvé ce type de fichier Excel. Je ne sais Bon. pas pour les autres s'ils ont Alors, si vous n'avez pas de documents, je vous réussi à le trouver. pas, mais il faut que tu me passes les mails d'hier. Je te passe le mail, ok, directement. Un email sur ma boîte, pour n'importe laquelle. J'ai 2 boîtes. Donc, je partage avec vous le document et après, vous essayez d'appliquer les règles qu'on vient de voir. Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre a le document? Est-ce que vous avez trouvé ce document dans vos bases de données? Madame, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Vous me passez l'email direct. Je l'envoie tout de suite. Ok, je te l'envoie par WhatsApp. Ça passe pas? Et madame, je l'ai envoyé sur WhatsApp. Et sur WhatsApp? Pourquoi sur WhatsApp? Oui, vous voulez que je le dicte? C'est bon. Non, c'est. Vous avez un email, c'est pas grave. Allez. CHC avec majuscule ou minuscule? Minuscule. Vous l'avez écrit en majuscule. Et madame avec deux A, non, c'est Charas. C'est H-A, une autre A, double A. Et un seul A après. Oui, c'est ça.
D'accord. Ouais. Donc là, vous promenez dans la première feuille, il y a juste un décalage entre les données que vous avez là. Vous avez le PDP, d'accord? Donc ça, c'est la capacité, que j'ai dans le cours. Le plan directeur, le PDP pour A, B, C. Donc c'est à partir de janvier, mais il faut décaler, en fait, c'est à partir de, donc dans les calculs, janvier, il n'y a rien. Donc il faut mettre un, ici, vous insérez, décaler vers la droite. D'accord? Donc ça, c'est décembre. Et donc, vous avez juillet, août, la position de stock. OK. Donc, de cette façon, toutes ces données-là, à part les, vous les avez dans la feuille 2. D'accord? Voilà. Vous allez établir le programme des composants, des produits finaux A, B, C, des produits intermédiaires F, G, H. Et après, vous avez à faire un ajustement. D'accord? Alors, on n'a pas d'ajustement pour A, B, C parce que on vous a dit que la capacité, elle est infinie. Dans l'exercice, on vous dit que les produits finaux, l'assemblage des produits finaux, la capacité est infinie. Ça veut dire qu'on peut assembler ce qu'on veut. D'accord? Mais par contre, les ateliers intermédiaires, vous allez faire un ajustement. Donc, il y a une capacité qui est finie. D'accord? Et c'est déterminé en heures de production. Donc, je vous laisse le soin de faire l'exercice. Peut-être qu'on va corriger le petit a, pas on va calculer la position de stock, besoin net et lancement pour le produit A, peut-être le produit B et C. D'accord? Donc, c'est quelqu'un volontaire pour faire les calculs. Par rapport à la règle qu'on vient de voir, vous le cours.
Y a-t-il un volontaire pour faire les calculs? Je vous laisse 5 minutes. Un volontaire? Un volontaire pour faire les calculs?
Donc, de toutes les façons, voilà, on corrigera demain, Inch'Allah. D'accord? Donc, on va essayer de continuer demain. Donc, ça va être le sujet, ça va être... Donc, essaye de préparer ça. Donc, essaye de répondre à ces questions et on corrigera demain, Inch'Allah. D'accord? Donc, c'est la dernière partie. Donc, je pense qu'on est dans les temps pour terminer le programme. OK? Voilà, salam alaikum et à demain. Merci, madame. À Madame. demain. Bon rétablissement, madame. Bon rétablissement, madame. Merci. Super, madame. Vous pouvez partager la feuille de